On la connaît pour son sourire lumineux et son regard malicieux. Si elle a incarné quantité de personnages, c'est son rôle dans Marc et Sophie qui a contribué à la faire connaître. Souvenez-vous, c'était à la fin des années 80, un téléfilm sur TF1. Depuis, elle a enchaîné les pièces de théâtre. C'est la comédienne Julie Arnold que nous recevons ce soir. Bonsoir Julie, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez incarné un nombre de rôles impressionnants. J'ai compté plus de 20 films, plus de 24 pièces. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué ? Peut-être c'est le premier, c'est cette série Marc et Sophie. Parce que j'ai découvert vraiment mon métier d'une façon assidue. Le public m'a découverte là aussi. C'était la naissance de mon côté et la naissance pour le public de moi. Et donc c'est ce qui m'a marqué et ce qui a marqué les gens surtout aussi, beaucoup. Et justement, est-ce que ça peut parfois vous contrarier qu'on vous associe à ce rôle-là ? Parce qu'on doit très souvent vous parler de Marc et Sophie. Voilà, de moins en moins. Enfin, c'est-à-dire que c'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit, parce que ceux qui m'en parlent, ils ont tous l'air assez âgés. J'ai dit, mince, j'ai le même âge qu'eux, oui, c'est vrai, enfin bon. Et, non, les jeunes ne connaissent pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'on m'en parle, oui. Et c'est touchant, quoi. Mais en même temps, c'est bien d'être dans le souvenir des gens pour quelque chose qui leur a fait plaisir et qui a été un succès. Les bides, ça s'oublie plus facilement. D'ailleurs, la série a duré 4 ans et si j'ai bien compris, vous aviez dit à l'époque que vous étiez, entre guillemets, pas mécontente que ça s'arrête, non pas que la série vous plaisait pas, bien au contraire, mais pendant que vous étiez en pleine gloire, plutôt que ça ne s'arrête à un moment où la série était, enfin la téléfilm était... Ouais. Ça aurait pu continuer. C'est vrai que à cette époque, voilà, quand on est plus jeune, que justement tout sourit, on se dit ça va sourire ailleurs et on a envie d'aller planter des petites graines dans un autre champ. Et finalement, continuer à cultiver ce champ aurait peut-être pas été si idiot, mais c'est le passé, voilà. Vous disiez que c'était votre premier rôle. En réalité, vous aviez déjà eu quelques rôles avant Marc et Sophie. Oui, des petites choses, des petites participations et du théâtre. Voilà, du théâtre. Mais à la télévision, tourner tous les jours comme on tournait, c'était la première fois. C'était un rythme de tournage très intense, si j'ai bien compris. Ouais. Et puis avoir cette responsabilité avec Gérard Rinaldi d'une série comme ça. Et c'était la première fois et c'était bien agréable. Ouais. Gérard Rinaldi, qui n'est plus de ce monde, hélas, qui nous a quittés et qui interprétait un vétérinaire. Vous, dans la série, je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui vous ont vu à l'époque, vous étiez un médecin généraliste. Dans la vraie vie, est-ce que vous auriez pu être médecin ? Non, j'aurais pu être vétérinaire. Vous aimez les animaux ? J'adore. Ouais. Les chats notamment, si j'ai bien compris. Entre autres, mais j'aime tous les animaux, voilà, tous les animaux, vraiment. Ils sont indispensables à ma vie, ouais. Et les chats en particulier, effectivement, ouais. À l'écran, votre dernier rôle en date, c'est celui de Servane dans Camping Paradis. C'est une série, là aussi diffusée sur TF1. Vous êtes fidèle à TF1, manifestement. Et vous aviez déjà d'ailleurs interprété un autre rôle, évidemment, dans cette série il y a 6 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-là ? Dans le dernier, alors déjà j'aime beaucoup cette série Camping Paradis, vraiment de la production aux comédiens dits récurrents, donc qui sont là tout le temps. C'est vraiment une belle harmonie, un bel accueil, parce que c'est pas évident quand on arrive comme ça dans une série où eux sont habitués à tourner ensemble, de trouver l'osmose, de trouver l'accueil. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas. Loin de là. Et là, ça l'est. On est très bien accueillis. Et donc, quand on m'a reproposé plusieurs années après de faire un autre personnage, ce qui est possible dans cette série, eh bien, je l'ai fait bien volontiers. Et cette Servane, déjà, c'est avec Jérôme Manger, que j'aime beaucoup comme comédien. On faisait couple dans cet épisode. Et elle est humaine, c'est une mère dépassée qui veut le bien de sa fille. Il y avait des jolies valeurs et des jolies choses à jouer. Et c'était avec grand plaisir que je l'ai fait. Voilà. Et s'il pense à moi sur un autre épisode, dans un autre rôle, eh bien, ce sera volontiers que j'irai. Et je conseille à tous les comédiens de le faire parce que c'est vraiment agréable. Ouais. L'appel est lancé, en tout cas. Non, c'est très agréable, vraiment. Ce sont des tournages dans des conditions, entre guillemets, luxueuses
pour notre époque, oui. Alors si la télévision vous a souvent fait les yeux doux, vous avez également beaucoup joué au théâtre. Ouais. D'ailleurs, à l'heure où on parle, vous jouez dans une pièce qui s'intitule Un petit coin de canapé. Vous nous en dites quelques mots? Oui, alors ça c'est une comédie, une pure comédie que j'ai jouée avec Georges Belair, Karine Liachenko, Nicolas Vitello. On a joué pendant 2 mois et demi à Lyon au Théâtre de la Tête d'Or cet hiver, qui est un divin théâtre et vraiment ça, j'ai beaucoup de plaisir. C'est la 2e fois que j'avais l'occasion d'y jouer pour 2 pièces différentes et un grand bonheur. En plus, cette ville est très belle et très riche et très porteuse. Et donc après, on a fait la tournée. Et là, la tournée s'achève et reste 3 dates. Et voilà. Et là, je joue une femme qui était mariée avec le personnage que joue Georges Belair. Et on m'a cru disparue dans un accident d'avion. En fait, je ne suis pas morte, mais je reviens 20 ans après. Non pas par esprit de vengeance, au contraire, avec plein de belles choses à régler. Et... En tout cas, elle débarque sans prévenir, cette femme. Oui, puisqu'elle est morte. Voilà. Enfin, censée être morte. Exactement, censée être morte. Et elle va compliquer une situation qui est déjà, comme souvent dans le théâtre de boulevard, un peu tendue. Il a encore de beaux jours devant lui, selon vous, le théâtre de boulevard? Ah oui. Ah ouais, vraiment. Vraiment, il n'y a qu'à voir les salles à chaque fois que... Enfin, toutes les comédies, tout ce qui fait rire et tout fait du bien. Fait du bien déjà sur le moment et puis sur la durée parce que les gens s'en rappellent, en repartent. Là, tu te rappelles, c'est synonyme d'une belle soirée passée. Mais le boulevard évolue, quoi. Et il y a des tas de jeunes qui écrivent et qui mettent en scène et qui jouent des pièces de boulevard beaucoup plus moderne que le mari, la femme et l'amant. Oui, on sort un peu du fédo. C'était le cas d'ailleurs d'une pièce dans laquelle vous êtes illustrée il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle L'amour est sur le net, et non pas est dans le pré. Ouais. Et donc on se doute bien que ça n'a pas été écrit par Fédo, puisque bien évidemment le web n'existait pas à ce moment-là. Ouais. Cette réalité de relation qui commence d'abord virtuellement, ça vous inspire quoi? Rien de bien. En ce qui me concerne. Oui. Bon, si ça rend les gens heureux et si ça leur permet de trouver le bonheur d'une façon fugitive ou plus longue, tant mieux. Mais moi, c'est vraiment pas... Moi, j'ai besoin du contact, de rencontrer vraiment les gens, de sentir qu'il y a, que ce soit en amitié ou en amour, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'il y ait une vraie résonance dans l'autre, en soi, une alchimie. Et je serais incapable. Déjà, je serais incapable de me définir dans des cases. Est-ce que j'aime ceci? Est-ce que j'aime cela? Est-ce que je déteste ça? Comment me définir? Puis comment parler de soi en négatif? C'est impossible. Tout le monde et tous les gens sont formidables sur le papier, enfin sur le net. Et c'est aussi en connaissant les défauts de l'autre ou en voyant ses petites failles, je pense qu'on peut tomber amoureux ou en amitié ou en amour. C'est pas en voyant une espèce d'image idéalisée comme ils se présentent tous, avec cette image-là, qu'on peut craquer. En tout cas, moi, non, c'est pas pour moi. Je posais la question sciemment parce que je sais que vous croyez beaucoup à la magie des rencontres et à cette spontanéité. Ouais. Alors, puisqu'on est sur ces thèmes-là, on parlait de l'amour et sur le net, on va parler d'une autre pièce qui fait partie de votre actualité, puisque vous allez jouer prochainement au Festival d'Avignon dans une pièce qui s'intitule Courtisane. Si j'ai bien noté, c'est du 8 au 26 juillet, au Petit Chien, tous les jours à 19h. Racontez-nous. Alors là, c'est complètement différent. C'est une aventure qui m'excite beaucoup, parce que je ne suis jamais allée au Festival d'Avignon, ni en spectatrice, ni en comédienne. Et là, j'y vais vraiment avec un grand bonheur, avec cette pièce qui est du même auteur que Le Petit Coin de Canapé, mais dans un registre complètement différent, donc Cerise Guy, et qui joue et qui met en scène. Et en fait, ça se passe au XVe siècle à Rome. Et je suis Véronica, une grande courtisane, très appréciée, très adulée dans Rome à l'époque. J'ai une fille qui est rentrée au couvent, qui est heureuse au couvent. Le 3e personnage joué par Cerise est la commère, un peu, voilà, la porteuse de petites potions à gauche, à droite, la petite magicienne, entre guillemets. Et ma fille va devoir quitter le couvent pour des raisons assez violentes, et donc elle revient dans mon giron. Et ces phrases, c'est tout le thème de cette époque et de ces femmes, entre être mariée au couvent
ou putain, quelle est la solution? Voilà, quelle est la meilleure des solutions? Et finalement, eh bien, je vais l'initier à la courtisanerie. Et lui en prenant ces phrases qui sont pour moi vraiment l'opposé mais c'est un rôle, en lui disant l'opposé vraiment... de vos convictions personnelles, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Des phrases qui sont l'opposé de vos convictions personnelles. Complètement, oui. C'est ça qui est fort. Surtout... Fort et difficile sûrement, parce que... Ouais, surtout ne jamais tomber amoureuse. Jamais. Et qu'une putain, elle a le miel dans la bouche et le couteau dans la main, et elle pleure d'un œil et elle rit de l'autre. Et vraiment cette dureté qu'il faut avoir, cette carapace, donc que mon personnage a eue, eh bien ma fille ne l'aura pas puisqu'elle tombe amoureuse, et puis elle se fait mener en bateau, et elle a un vrai chagrin d'amour et elle meurt, voilà. C'est pas gai, mais c'est à la fois très fort, c'est un rôle magnifique, un rôle de mère, mais de mère aimante, puisque sa fille est vraiment le seul amour que elle, en tant que courtisane, se soit autorisée, et de désarroi aussi. Et à la fin, je rentre au couvent, moi, à mon tour. J'abandonne tout, toute cette vie de luxure, d'apparat, de tricherie, pour rentrer vraiment dans la vérité et sans tricher. Peut-être une vraie vie d'amour qui commence à la fin. En tout cas, je suis très excitée. Là, on commence, on fait le travail à la table et tout. Et voilà. Vivement juillet. Vous auriez pu rentrer au couvent dans la vraie vie? Je me demandais tout à l'heure si vous auriez pu être médecin. Là, c'est encore autre chose. Je ne sais pas. Ma vie n'est pas finie, peut-être. On verra. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui me semble impossible par rapport à moi. Et non, ça a une résonance, oui. Oui, ça a une résonance. En tout cas, la morale est intéressante. Puis il y a cette réflexion, cette méditation après les faits qui se sont produits. Puis ça fait aussi réfléchir sur l'évolution du rôle des femmes, puisque au XVe siècle, qui est la période où se passe la pièce, si j'ai bien compris, les options étaient beaucoup moins nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui pour les femmes. Il n'y avait pas vraiment de liberté. Oui, c'est vrai que c'était le couvent, le mariage avec souvent des conditions de femmes épousées qui n'étaient pas forcément très harmonieuse, très épanouissante, ou alors la courtisanerie. Et alors dans les hauts niveaux comme est mon personnage, ou dans les plus bas avec beaucoup de solitude. Et elle dit aussi, et surtout ce que je veux pas, c'est être enterrée au bas d'un mur comme ça et tout. Je veux... C'était vraiment, elles étaient rejetées et méprisées et abandonnées. Ouais. Ce qui est intéressant, vous le disiez, c'est que parfois vous êtes amené dans le cadre des rôles que vous interprétez à jouer des personnages très différents de vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie précisément de devenir actrice? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Moi j'avais 2 frères, puisque tous les 2 sont partis, plus âgés que moi, et dans l'armée, moi j'ai une famille d'officiers, et il n'y avait pas de comédien. Et du coup, ils avaient quitté la maison et j'étais seule, en fait. C'était comme une fille unique. Et tout de suite, moi, je me suis créé des univers assez bavardes, même toute seule. Je m'inventais des compagnons, des jeux. J'avais déjà un chat qui faisait office de partenaire de jeu et de confident, bien entendu, oui. Et j'aimais ça, jouer. Moi, j'ai fait beaucoup de danse classique, très longtemps. Et habitant Versailles, il y a un très beau théâtre qui est le théâtre Montansier. Et les galas de danse, c'était là. Et j'adorais cette ambiance. Je voulais pas du tout être danseuse dans un avenir. Mais l'ambiance du théâtre, ces magies, ces odeurs, ces ondes qu'on ressent, ces présences... Et puis après, faire ce gala, avoir le public, et ça me plaisait beaucoup. Et le théâtre me faisait très envie. Et puis après, j'ai continué. Il y avait les théâtres interscolaires, donc j'étais à Versailles au lycée. Et après, les cours. Et oui, j'ai tout de suite eu envie, tout en ne sachant pas du tout comment m'y prendre et vers qui me tourner. Et puis voilà, le chemin s'est fait. Et parallèlement, moi j'ai fait l'école du Louvre parce que j'aime l'art aussi, et donc je suis allée doucement comme ça en posant mes petits jalons
dans ce métier. Ouais, que finalement, oui, je crois, j'ai toujours eu envie de faire. Alors quand on est comédien, comédienne, il arrive qu'on se retrouve seul sur les planches. Là, vous allez vous retrouver seul provisoirement sur ce plateau. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite, Julie. Revenez bien, hein? Oui. Est-ce que vous êtes bien installée, Julie? Oui. Formidable. Alors, vous pouvez mettre vos pieds sur leur pose-pied si vous le souhaitez. Le principe, comme vous voulez. Le principe est très simple. Je vais vous proposer différents mots et je vais vous laisser me dire ce que chacun d'entre eux vous inspire. D'accord. Le premier va sans doute vous séduire, c'est le mot rire. Rire. Absolument. Rire, c'est une belle émotion. C'est une belle émotion. C'est faire rire, c'est magique. Et puis, que d'autres vous fassent rire, c'est beau aussi. On se sent bien, on se sent léger après. Et oui, c'est quelque chose que j'aime. Pas uniquement, mais c'est une émotion que j'aime. Vous vous êtes beaucoup illustré dans des pièces de boulevard, on en parlait à l'instant. Qu'est-ce que ça génère chez vous, le fait de faire rire? C'est très agréable. Très, très agréable. Faire pleurer aussi. Enfin, sur scène, hein, pas dans la vie. J'imagine. Faire pleurer sur scène, c'est une communion encore plus forte. Mais faire rire, c'est génial, parce que ça fait comme des vagues. On entend comme ça, le rire. Ça. Et après, il y a même des gens qui rient d'avoir ri, et vraiment des vagues. Et c'est, voilà. Et si on fait rire sur scène, c'est que c'était une pièce comique et que le but était de faire rire. Voilà, évidemment, s'il rit à contre-temps, là, c'est un peu gênant. Et donc, c'est mission réussie. Voilà. C'est le bonheur qu'on voulait donner, l'effet qu'on voulait donner, eh bien, il a été reçu. Et on vous renvoie cet effet avec du rire, et ça vous recharge pour repartir. Un échange de balles. Le générique de Marc et Sophie, c'était d'ailleurs les voisins mécontents et Sophie rit tout le temps. Voilà. Et c'est vrai que dans cette série, on voyait tout le temps rire. Voilà, fallait rire. C'était joyeux. Ouais, elle était heureuse. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire dans la vraie vie? Alors, en fait, est-ce que je suis vraiment rieuse? J'aime beaucoup l'humour. L'humour, les gens avec de l'humour, c'est capital pour moi, autour de moi. C'est vrai que c'est terrible, des gens sans humour, ou alors quand on en fait et qu'ils ne comprennent pas, qu'on est obligé d'expliquer que c'était drôle, là, c'est vraiment, on se sent seul. En même temps, ceux qui disent des choses très dures, qui font mal, et qui te disent bah, « Attends, c'est de l'humour !» Danger. Alors, ce qui me fait rire, ouais, c'est ça, c'est l'humour. C'est un état de lâcher prise qui fait que bah, on va rire avec des amis parce qu'on est bien. Si on analyse vraiment pourquoi on a ri, c'est pas forcément le top, mais on est bien et ça fait du bien. Voilà. Donc, je peux pas vraiment dire ce qui me fait rire, mais ça rend heureux. Pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, peut-on rire de tout? Non. Non. En tout cas, il faut être très fort pour pouvoir permettre aux autres de rire de choses cruelles ou difficiles. Il faut être très doué. À ce moment-là, on peut en rire. Mais il y en a qui sont tellement maladroits et qui font tellement de mal, en se croyant justement, tous ceux qui m'ont des proches que j'adorais, je ne suis pas la seule, étaient extraordinaires, cruels, forts, mais drôles, disaient des vérités à travers le rire. Mais il y en a tellement dans la vie qu'on croise et qui se prennent pour les enfants des proches, qui sont même pas de la famille, même pas des amis, quoi. C'est pathétique. Et ils sont juste des gros lourds. Et bon, la nuance, parfois, elle est subtile entre les deux. Mais on peut rire de beaucoup de choses, oui. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes issu d'une famille de militaires.
précisément, le spectacle, l'humour de manière générale, ont-ils été pour vous une façon, je dirais, d'adoucir l'éducation qu'on imagine plutôt stricte qu'on peut recevoir quand on est issu d'une famille d'officiers? Alors, ça riait beaucoup à la maison. J'avais une mère, une maman très, très rieuse, très, très joyeuse, qui, quelles que soient les situations, amenait vers la douceur et le rire, qui est parti à 101 ans, donc j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir longtemps. Et mon père, que j'ai perdu beaucoup plus jeune, enfin moi j'étais beaucoup plus jeune, n'était pas quelqu'un de... Parce que moi, comme mes parents m'ont eu assez âgée, en fait mon père était presque à la retraite, et avec moi il n'a jamais eu le côté cliché d'officier terrible, rigoureux. Au contraire, il aimait beaucoup rire et il avait beaucoup d'humour. Et donc, j'ai pas eu une éducation trop sévère. Non, pas du tout. Pas du tout. Et le rire était très, très présent. Très présent. Ouais. Alors, je propose à présent un mot qui est très différent du mot rire, c'est le mot solitude. Ouais. Eh bien, voilà, oui, la solitude. Pas mal choisi. La solitude, c'est quelque chose qui m'est nécessaire, vraiment indispensable à mon fonctionnement, à ma vie. Mais évidemment, tout en sachant qu'il y a les autres pas loin. Et j'ai besoin d'être en retrait très très souvent. Pas par protection, mais pour respirer, pour me retrouver en accord avec moi dans ma respiration, dans ce que je peux après donner aux autres. Et donc c'est une attitude qui n'est pas toujours comprise, c'est dommage, mais qui m'est nécessaire. Et évidemment, dans notre métier, on n'est pas seul. Et ça, c'est ces moments de partage nécessaires, de création avec les autres. Et puis, en dehors de ça, il y a la vie privée. Et puis, dans la vie privée, il y a besoin de solitude. En tout cas, moi, j'en ai énormément besoin. Alors, que ce soit dans la nature, que ce soit chez moi, beaucoup dans la nature, qui ressource. La solitude est indispensable. Et j'aime bien ce mot. Et moi, la vraie solitude, dans le sens triste du mot, j'ai pu la ressentir et en souffrir, mais c'était avec d'autres, dans ces cas-là. Et ça s'apparente à l'ennui, et quand on se dit, oh là 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 là, ça va être long, hein, ça va être très 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 long la soirée, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, on se sent seul. On se sent seul et on ne peut pas être seul. Ça, c'est les moments de solitude les plus difficiles que j'ai ressentis. Autrement, je l'aime bien, ce mot. Alors, il y a d'autres situations dans lesquelles on peut se sentir seul, et pour le coup, ça n'a rien à voir véritablement avec l'ennui, c'est quand on perd des êtres chers. Vous en parliez tout à l'heure, votre adolescence a été marquée par le décès de votre père, hein, vous n'aviez que 15 ans, puis c'est votre frère aîné qui est parti à son tour, et enfin votre maman, centenaire. À quoi est-ce que vous vous êtes accroché dans ces moments-là pour faire face à ces différentes épreuves? Et il y a mon autre frère aussi, qui est mort plus récemment et tout. Donc là, il y a table rase sur les piliers qui c'est poum, 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 qui s'écroulent. Donc, à quoi j'ai été foudroyée. Je me suis pas sentie seule. Je me suis sentie devoir être responsable, quel que soit l'âge, voilà. Et un grand manque d'écho, de bienveillance, voilà. Donc, ayant perdu mon frère très jeune, mon père, voilà, c'est ça. Mon père très jeune, mon frère aîné, pour moi, c'était mon frère, mon père, voilà. C'était un grand officier. Et alors, quand il est parti
l'année après ma mère, waouh, là c'était vraiment des signes très forts et il faut se reconstruire autrement. Il faut boiter un petit peu plus. Les valises que l'on porte de la vie sont plus lourdes. Les gens vous comprennent moins parce que il y a des moments où on n'est pas ce que les autres attendent de vous. On peut les décevoir. Mais tout ça, ce sont les effets secondaires de toutes ces blessures, de tous ces manques. Et puis après, mon autre frère est parti aussi. Et donc voilà, le mot frère, je peux le trouver que dans d'autres personnes. Ne plus dire maman, ben, je pense pour beaucoup, c'est quelque chose de très difficile. Papa, le pauvre, bon, ça faisait longtemps que je le disais plus. Donc on trouve des appuis chez d'autres personnes, dans les rencontres, dans les souvenirs, dans les lectures, dans la réflexion, dans la religion, si on veut, dans la méditation, dans la solitude. Parmi toutes les pistes que vous avez explorées à l'instant, religion, méditation, etc., quelle est vous la piste que vous avez suivie, si j'ose dire? Je suis beaucoup de pistes. En fait, la religion est capitale, elle est mon éducation. C'est le ciment. Alors après, comment je la pratique, voilà, c'est ma petite salade à moi. J'aurais aimé dans la pratique de ma religion rencontrer quelqu'un qui soit un guide, comme un père justement, un père. Et donc la religion, je la pratique vraiment d'une façon très solitaire, trop solitaire à mon goût. Mais ça, c'est parce que je trouve pas. J'ai pas encore trouvé de personnes avec lesquelles avoir le dialogue. Des passeurs, quoi. Voilà. Donc c'est aussi dans la solitude que je pratique ma religion. Comme vous le disiez à l'instant, il n'est pas trop tard. Je vous propose un autre mot qui n'est pas si éloigné de la religion dont on parlait à l'instant, en tout cas dans l'inspiration, c'est le mot espérance. Ah, ouais. Alors, espérance. Est-ce que ça résonne en moi? Ou espérance. C'est joli de le voir écrit, espérance. On espère, oui, on espère. C'est mieux d'agir. Parce que espérer, je peux être déçue. J'espère beaucoup de choses, ou j'en ai espéré beaucoup, ou j'en espère encore beaucoup. Mais après, si ces espérances ne deviennent pas des réalités, n'en reste que des espérances, est-ce que ça ne va pas me rendre triste, mal, déçue, déçue de moi parce que je n'ai pas été à la hauteur de mes espérances? Je ne sais pas. J'aime mieux la réalité, le jour, et essayer de faire que chaque journée soit la plus jolie possible, la plus riche possible par rapport aux autres, par rapport aux rencontres, par rapport à ce que je peux donner, par rapport à ma capacité de recevoir. Et espérer, non, je ne suis pas négative non plus, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur de tout ce que je peux espérer. L'espérance, précisément, c'est une petite voix qui nous assure que finalement rien n'est jamais perdu. C'est un peu une manière de regarder la vie et ses difficultés, non pas comme un mal, justement, mais comme une promesse de vie, quelque part. Et c'est accepter l'angoisse, en même temps vivre dans la joie. Vous avez sans doute eu votre lot d'angoisse, hein, vous nous en parliez à l'instant. Et en ce qui concerne la joie? La joie? La joie, c'est tous les jours. Alors franchement, tous les jours, essayer de trouver un moment de joie, aussi fugitif soit-il, et on peut le trouver. Et ça, c'est vraiment capital. Justement, c'est trouver la joie dans la
dans le concret, dans la réalité, dans ce qu'on va voir, dans les personnes qu'on va rencontrer, dans une sensation, dans une jolie lumière, dans une très belle exposition. La joie de retrouver les gens qu'on aime, la joie de voir son chat faire un petit point de vie comme ça, mettre de la joie de tout. Et ça me parle. Et dans tous les moments, même des journées difficiles que tout le monde peut avoir, eh bien, je trouve qu'il y a toujours un petit mot, un petit moment de joie. Et puis le mot joie, il est joli, il est comme ça, il pétille, il est voilà. Et je suis pas dans l'espérance d'avoir de la joie, justement. La joie, je sais la capter et j'espère pouvoir la donner aussi quotidiennement. Ou c'est quelqu'un qu'on va croiser, un échange, un regard, voilà. Ça rend heureux, ça rend joyeux. Et ça fait que la journée est belle. Vous parliez tout à l'heure d'espérance, mais aussi d'espoir. Pour le chrétien, l'espérance, c'est précisément le fait de mettre sa confiance dans les promesses de Dieu, et elle se différencie de l'espoir parce qu'elle lui donne, sous le regard de la foi, une perspective d'éternité, quelque part. L'espérance se nourrit beaucoup dans la prière. Est-ce qu'il vous arrive de prier ? Oui. Voilà, je prie, oui. Méditer aussi, c'est une forme de prière. C'est prendre un temps. Après, c'est prendre un temps pour se poser, essayer d'être en accord, essayer de voir si la petite lumière qu'on a en nous, la petite flamme, elle est toujours allumée. Si elle est fragile, si elle s'éteint, la rallumer, prier, céder. Alors, quelles que soient les formes de prière, que ce soit dans notre religion ou dans d'autres formes, s'aider avec des textes, s'aider avec des rencontres, et aussi méditer, c'est-à-dire trouver la petite part en soi qui sera à l'abri, qui sera calme, qui sera sans tache de tout ce qui peut la souiller à l'extérieur, être le plus pur possible, et là, prier et être en corrélation avec, selon sa religion, ou selon ses croyances, ou selon que ce soit, pour certains, je sais pas, l'ange gardien, ou justement en corrélation avec une personne chère qui est partie et qu'on sent proche, qu'on sent en liaison, ou prier avec Dieu, la Vierge, Bouddha, et toutes les religions. Oui, je prie, oui. Je propose un dernier mot, c'est le mot beauté. Beauté, c'est bien la beauté, c'est beau. Hein. Et la laideur de la beauté de la laideur. Voilà, non, mais la beauté, j'aime bien. Oui, je suis très esthète, c'est vrai. La forme est très importante pour moi. J'aime les belles personnes aussi extérieures, les belles femmes, les beaux hommes, les beaux enfants, les beaux animaux, les beaux objets, les belles lumières. Ça rend heureux, la beauté. C'est joli. C'est joli, c'est nourrissant. Et c'est nourrissant pour l'âme, et oui, j'aime la beauté. Vous parliez tout à l'heure, quand on évoquait l'espérance, d'une forme justement de pureté, d'une expérience de cette pureté, de ne pas avoir de taches, de souillure. C'est aussi ça pour vous, la beauté, quelque part, cet idéal de pureté ? Est-ce que la beauté, c'est lié forcément à la pureté pour moi? Je ne sais pas. Je crois pas. Il y a des beautés violentes. C'est une émotion aussi, de toute façon, ce qu'on ressent. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les objets, les tissus, les formes. J'aime les gens. Mais c'est pas forcément pur.
c'est vrai que dans la nature, des choses toutes simples, apparemment, très belles, de l'eau qui court, un petit ruisseau, c'est beau, c'est émouvant, c'est fort. Et puis, pareillement, eh bien, un tableau, c'est merveilleux. Là, il y a actuellement l'exposition sur les Nabis au musée du Luxembourg. C'est extraordinaire, c'est à pleurer de beauté dans les formes, dans les dessins. Ces femmes peintes à l'intérieur d'un salon, le dessin des tissus, des vêtements, avec le papier peint magnifique, avec les damassés des tissus. On en pleure tant de beauté qu'un peintre ait fait ça et nous offre ça à vivre, et on se sent rechargé. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a tellement de formes de beauté, la nature, la peinture, la musique, et puis les êtres, les animaux, les plantes, tout. Ouais, on a beaucoup de chance. J'aime ça. Vous parliez tout à l'heure de beaux hommes, de belles femmes, de beaux enfants. Il y a aussi la beauté intérieure. Est-ce que vous y êtes sensible et comment est-ce que vous la devinez? Parce que voilà, les deux ne sont pas forcément synonymes. Non. Ah ouais, la beauté intérieure, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des personnes, on sent leur beauté, ça passe à travers leur regard, ça émane. Est-ce qu'ils vous donnent, même fugitivement, ou même dans le métro, des gens qu'on ne verra jamais, on sait rien de leur vie. Et on sent cette force, et on sent qu'à l'intérieur, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, et ce petit échange de regard où on le ressent, moi j'arrive à sentir pas mal de choses. Parfois, je suis complètement à côté de la plaque aussi, mais quand même, souvent, je le ressens, et ouais, c'est bien. C'est la beauté intérieure, c'est l'harmonie, c'est être bon, c'est la bienveillance, c'est toutes ces choses. Il y a beaucoup de B dans ces mots d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite. On vous a senti très inspirée. Mais c'est inspirant, c'est bien. C'est un moment justement de réflexion que vous nous offrez. D'introspection. C'est bien, ouais, vraiment. Et justement sur des thèmes qu'on ne choisit pas forcément, auxquels on n'aurait pas forcément pensé dans le moment. Et non, c'est très bien. Merci, je vous remercie. Merci à vous. On va réatterrir en douceur avec des sujets un peu plus légers que ceux qu'on a évoqués, avec une forme de questionnaire de Proust un peu revisité. En matière de film ou en matière de livre d'ailleurs, quelle est l'héroïne que vous auriez aimé être? Qui j'aurais aimé être? Ou le rôle que vous auriez aimé jouer et qu'on ne vous a pas encore proposé, et il n'est peut-être pas trop tard d'ailleurs. Non, ça, j'ai pas vraiment... Non, justement, dans les propositions, je suis complètement ouverte. Bon, il y a une pièce que je veux vraiment rejouer, qu'avait joué Annie Girardot, qui est Madame Marguerite. Ouais. Ça, c'est vraiment un rôle qui me tient à cœur. Mais dans les héroïnes, non, justement, pour suivre, j'ai pas d'espérance. Je m'accroche pas à une idée d'un rôle et tout. J'ai envie qu'on me propose, et peut-être ce sera celui-là. Et je dirais ouais, c'est ça. Ça s'imposera à vous. Oui. C'est quoi votre moteur quand vous vous levez le matin? Bien, mon moteur, c'est me dire bien voilà, je suis en vie, je me lève. C'est donc une journée nouvelle qui va commencer, et accueillons-la et à l'attaque. Et bon, il y a des journées, on sait que ça va être difficile. Des journées, on ne sait rien du tout du programme. Puis d'autres journées, on a plein de petits voyants lumineux, joyeux qui s'allument. Mais c'est déjà, voilà, se réveiller, se dire ben merci, quoi qu'il se passe, merci, allons-y la vie, levons-nous. D'être dans une démarche de gratitude finalement. Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Qu'est-ce qui me ferait peur? Oh, euh, certaines, la vieillesse, en étant seule, si je devais l'être, me fait peur parce que je me suis rendu compte en accompagnant donc ma maman qui est partie très très âgée et bon, elle avait une santé de fer, elle est partie chez elle, voilà, bien. Mais il y avait des petits stages à l'hôpital, comme tout ça. Et voir le nombre de personnes âgées seules, sans jamais de visite, retombant en enfance, appelant leur mère, ça m'a... je me suis dit, mais mon Dieu, mais personne ne va les voir, hein, ou elles n'ont pas de famille, ou leurs enfants ne s'en occupent pas, parce qu'il y en a aussi qui laissent tomber leur mère, leur père et tout ça. Souvent le rapport à la mère, d'ailleurs, qu'ils abandonnent. Et ça, je me suis dit, mon Dieu, être vieux, c'est bien, d'accord, mais être vieux seul et abandonné, c'est affreux. Ça me fait très peur. Ouais, très peur, voilà. Et est-ce que vous avez déjà été appelé par des missions caritatives ou envie de vous engager, alors que ce soit, par exemple, pour accompagner des personnes qui sont seules, que ce soit parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles sont migrantes, ou parce que... Est-ce que vous êtes déjà senti appelé par cette volonté d'engagement? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, justement, auprès des personnes âgées, j'aimerais beaucoup, voilà. Quand je disais tout à l'heure que c'est vrai que je n'avais pas rencontré encore dans la pratique de ma foi quelqu'un qui me serve de guide terrestre. Et là, c'est pareil, j'aimerais pouvoir m'occuper de personnes âgées. Il y a une autre chose aussi qui me touche beaucoup. J'avais vu une émission sur des personnes qui vont auprès des gens en stade final, enfin en soins palliatifs finaux, et qui, pour ceux qui veulent, leur proposent d'écrire ce qu'ils veulent, qu'ils se confient, qu'ils écrivent leur vie comme un passage pour la famille, parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Et donc ces personnes sont un peu les écrivains. Ils viennent, ce sont des rendez-vous que les personnes malades choisissent. Ils écrivent, ils choisissent la couverture du livre et ce livre sera un testament pour d'autres. Et être ce passeur, cet écrivain-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'ai vu l'émission et que je crois que je pourrais faire et je pourrais apporter quelque chose. Et ça me touche beaucoup, oui. Je voulais justement vous demander ce que vous auriez pu faire d'autre que comédienne, ce que vous avez très bien fait, et c'est pas fini, bien sûr. Vous m'aviez dit médecin, non, vétérinaire, peut-être. Donc peut-être écrivain pour accompagner ce type de... Ça, je pourrais tout à fait le faire. Alors, je ne sais pas du tout comment me renseigner, comment arriver à cela. Il y a peut-être assez de personnes, d'ailleurs, qui le font. Mais je trouve que c'est très fort comme idée. Et très digne, et c'est donner un sens encore plus fort à cette fin de vie consciente, puisque les personnes qui sont là savent que voilà, elles sont là pour venir le plus doucement possible, mais peut-être elles ont envie de confier des secrets, et c'est un rôle très très important. Justement, quand on disait voilà, cette personne va partir, mais elle sait qu'en étant encore vivante, elle écrit pour les autres. Et elle va peut-être leur confier des choses qui ne sauront que quand elle sera partie. Je trouve ça magique et très fort. Ouais. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes la plus sensible chez un être humain? J'ai droit qu'à une. Non, vous pouvez dire plusieurs. La bienveillance, l'écoute, la joie, le rire, l'humour. Un sacro-saint humour. L'humour. Ah ouais, l'humour. Ah ouais, non, ça, je peux absolument pas être avec des personnes, entourée de personnes qui n'en ont pas. C'est lourd. Hein. C'est très, très lourd, oui. Et vous, votre plus grande qualité à vous? À moi? Oui. Oh, je sais même pas si j'en ai. Hein. Certainement beaucoup, mais celle qui vous viendrait à l'esprit. C'est toujours dur de porter un regard sur soi. Hein. Ouf. Franchement, je pense que c'est l'écoute. L'écoute et l'amour que je peux porter aux gens et l'attrait que j'ai.
avec ma forme à moi d'écoute et d'attrait qui n'est pas forcément toujours comprise. Et votre plus grand défaut? Plus grand défaut, je m'éparpille, je vais trop vite. Je comprends les choses assez vite, très vite, et parfois je peux me lasser. Et il faut que je sois plus posée parfois. Quel est le don de la nature que vous n'avez pas et que vous auriez rêvé d'avoir? J'aurais adoré savoir jouer du piano. Mais Aussi, être il est pas bonne. trop tard. Ah non, pas faire. Non. Très, très, très bonne. Magique. Je trouve que c'est tellement magnifique, quoi. Et quand on va poser les mains sur les touches et qui sort ces sons divins qui vous emportent et qui. Waouh, c'est magique, ça. C'est Alors, magique. précisément, quelle est la musique qui vous fait le plus vibrer? J'aime bien Brahms. Le piano, le violoncelle, j'adore cet instrument. Et puis, autrement, j'aime la musique, c'est les petites ponctuations de la vie et c'est nécessaire, quoi. Mais j'aime beaucoup, oui. Le piano, le violoncelle, déjà, c'est Alors, quand les deux bases. jouent ensemble, ça doit être magique. Ouais, c'est bien, mais séparé, c'est bien aussi. Ouais. Que reste-t-il en vous de l'enfant que vous étiez? Tout, je crois. Tout. Ce qui n'est pas forcément idéal à vivre. Quand tu es avec l'âme d'enfant dans un corps de moins en moins enfant, c'est pas facile. Et puis, j'aime le jeu, je dis, c'est quand ça va vite, quand ça joue, dans la vie, voilà, même si c'est lourd, mais voilà, et c'est pas forcément, on n'est pas toujours comprise, vraiment. Et en même temps, d'avoir cette insouciance parfois, ou ce côté pétillant, cette malice dans les yeux que peuvent avoir des enfants, c'est magique, non? Oui, c'est magique. C'est magique, mais on n'est pas toujours compris. On n'est pas toujours compris. On sent quand vous parlez que par moments, il y a comme un décalage, le fait de ne pas se sentir toujours compris par d'autres, de se sentir un peu décalé peut-être par rapport complètement. Ah, ça, je le ressens très très souvent. Depuis toujours? Ouais, depuis toujours. Depuis toujours. Vraiment. Voilà, donc... Vous avez appris à vivre avec. Oui, voilà, ou à boiter avec. Mais ça avance, hein. Même si on boite, on marche, on avance, hein. Et est-ce que c'est pas une qualité de pas être mainstream? Oui, moi ça me va. Ça me va, mais le problème, c'est que c'est d'être en résonance avec d'autres, parce que et d'être dans la bonne résonance avec les personnes qui sont dans le... Alors voilà, j'ai plein de gens autour de moi qui sont aussi comme ça, mais c'est pas toujours facile. Et puis, quand on est comme ça, quand on a ces nuages qui arrivent, alors là, on ne vous comprend plus du tout. On fait, oh là là, mais qu'est-ce que t'as? Ben oui, on n'est pas que comme ça, ce qu'on peut donner. Et on peut aussi être triste, on peut être en tempête, on peut avoir des gros nuages dans l'âme et dans la tête. Et dans ces cas-là, on se rend compte que, on vous aime moins. En tout cas, il y a cette résonance, si vous parliez de résonance avec le public qui reste au rendez-vous quand ils rient, quand ils applaudissent. Ah ouais, c'est magique. Ça, on a vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et même, quel que soit l'état qu'on peut avoir avant de jouer, malade, pas malade, triste, plein de soucis, machin. Tout ça au vestiaire. Ah ben, c'est la moindre des choses, oui. Et physiquement, même, on arrive à... Si on a une blessure en scène et tout, on s'en rend pas compte tant qu'on joue. Une blessure physique, j'entends. Et si après, on se dit, mais mince, mais j'ai un énorme truc, j'ai un énorme bleu, mais on s'en rend pas compte. On est dans cette énergie d'échange, de don, de partage.
Et ouais, on a beaucoup de chance de faire ce métier. Donc cette énergie et ce partage, pour conclure, je rappelle que vous allez l'offrir à vos spectateurs et spectatrices pour terminer sur cette pièce Un petit coin de canapé, et puis aussi pour cette pièce Les Courtisanes que vous vous apprêtez à jouer au Festival d'Avignon bientôt. Merci beaucoup, Julie Arnold, d'avoir été notre invitée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée, à bientôt.